Le matin s'est levé tiède dans le quartier de San Geronimo, à la périphérie de Puebla. Le soleil caressait à peine les toits rouillés et les murs écaillés des maisons. Une odeur de pain fraîchement cuit se mêlait à celle de la poussière soulevée par les camions qui passaient en direction du marché. Matteo, avec son sac à dos décousu et ses baskets tachées de terre, ferma la porte de sa maison avec soin. Dans sa main droite, il tenait son goûter, soigneusement enveloppé dans du papier d'aluminium brillant, une torta aux haricots et au fromage que sa mère avait préparée avec amour. L'enfant marchait sur le trottoir fissuré, évitant de vieilles flaques d'eau de pluie, et saluant timidement les voisins qui ouvraient encore leurs rideaux. Bien qu'il n'ait que 10 ans, son regard semblait plus vieux, chargé de silence appris trop tôt. Chaque jour, il faisait le même trajet vers l'école, passant devant la chapelle abandonnée du quartier, un lieu que les adultes évitaient par superstition, et les enfants par crainte. Mais ce matin, quelque chose était différent. Assis sur le banc, près de l'entrée de la chapelle, il y avait un homme. Il était mince, avec une barbe sombre et des yeux profonds qui ne semblaient appartenir à personne d'ici. Ses vêtements étaient sales, déchirés à certains endroits, et ses pieds nus montraient des fissures comme la terre sèche des champs. Pourtant, il n'inspirait pas la peur, au contraire, il y avait en lui une paix déconcertante, un calme qui contrastait avec le bruit de fond du quartier. Matteo ralentit le pas. Il sentit un picotement étrange dans son estomac, comme lorsqu'on sait que quelque chose d'important va se produire. L'homme ne demandait rien, ne tendait même pas la main, il le regardait simplement avec une tendresse si sereine qu'elle brisait toute défense. « Bonjour, enfant » dit l'homme d'une voix douce, presque comme un murmure qui caressait l'âme. Matteo ne répondit pas immédiatement, il regarda sa torta, puis l'homme. Une pensée traversa son esprit comme un éclair. Il a plus faim que moi. Sans plus réfléchir, il s'approcha, déballa le papier d'aluminium et tendit la torta. « Voulez-vous mon goûter » demanda-t-il d'une voix timide, mais ferme. L'homme sourit, un sourire chaleureux, sincère, comme on n'en voit presque plus. « Merci, Matteo. » L'enfant se figea. « Comment connaissez-vous mon nom » Mais l'homme baissa simplement les yeux. Il prit la torta avec délicatesse, comme s'il s'agissait d'un cadeau précieux, et ajouta, « Ce que tu donnes de bon cœur te revient multiplié. » Matteo sentit un frisson lui parcourir le dos, il cligna des yeux, et pendant une seconde, il regarda sur le côté où un chien errant traversait la rue. Quand il reporta son regard sur l'homme, il avait disparu. Il n'y avait aucune trace, pas même les empreintes de ses pieds nus sur la poussière. Confus, Matteo fit demi-tour en le cherchant. Il marcha jusqu'au coin de la rue, vérifia derrière un arbre, mais rien. Personne ne l'avait vu arriver. Personne ne l'avait vu partir. Il regarda à nouveau sa main vide, avec encore un petit morceau de papier d'aluminium entre les doigts. Un murmure intérieur léger, mais clair, lui disait que cette rencontre n'avait pas été ordinaire. Qui était cet homme? Comment connaissait-il son nom? Pourquoi avait-il ressenti une telle paix en le regardant? Il respira profondément et continua son chemin vers l'école, l'estomac vide, mais le cœur étrangement rempli. Si vous aimez ces histoires pleines de mystères et d'émotions, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne pas manquer ce qui va suivre. Chaque histoire peut changer votre vie. Matteo vivait avec sa mère, Doña Clara, dans une petite maison d'une seule pièce, construite avec des blocs gris et un toit en tôle. Il n'y avait pas de luxe. Le sol était en terre battue et l'eau chaude était un privilège qui n'arrivait que lorsqu'on faisait bouillir patiemment un seau sur la cuisinière. Pourtant, la tendresse régnait dans ce foyer. Doña Clara, une femme brune aux mains craquelées et au regard fort, travaillait comme femme de ménage de 6 heures du matin jusqu'à ce que le soleil se couche derrière les collines. Matteo a appris dès son plus jeune âge à se préparer seul pour l'école, à faire chauffer des tortillas sur le comal sans se brûler, à faire attention à ne pas oublier son sac à dos. Son père, selon ce que racontait sa mère, avait traversé la frontière à la recherche d'une vie meilleure, mais il n'était jamais revenu, pas un appel, pas une lettre. Il ne restait qu'une vieille photographie où on les voyait tous les trois à une foire en train de manger de la barbe à papa. Malgré cette absence, Matteo était un enfant aimable. Il ne se disputait avec personne, aidait les voisins et portait un regard profond, comme s'il comprenait plus qu'il ne disait. Mais la vie à San Geronimo n'était pas facile. La pauvreté se faisait sentir non seulement dans l'estomac, mais aussi dans les regards des autres, dans la façon dont on vous traite quand vous n'avez pas de chaussures neuves ni d'uniforme complet. À l'école, les autres enfants n'étaient pas toujours cruels, mais la différence se remarquait. Matteo était pointé du doigt parce qu'il apportait toujours la même torta aux haricots et au fromage.
Certains se moquaient de lui à cause de son sac à dos déchiré ou parce qu'il n'avait pas de quoi acheter à la coopérative. Encore des haricots, Matteo, disait David, un enfant d'une famille de commerçants. Tu vas bientôt avoir des racines. Matteo serrait les lèvres et baissait la tête. Il ne répondait pas. Il savait que s'il se défendait, ça empirait. Parfois, sa seule défense était de mordre plus fort sa torta, comme s'il pouvait aussi avaler la rage et la tristesse. La salle de classe où ils étudiaient était chaude, avec des ventilateurs qui bourdonnaient sans soulagement, et des bancs rayés par des générations passées. La maîtresse, mademoiselle Fabiola, était sévère, mais juste. Bien qu'elle remarquât rarement les efforts silencieux de Matteo, il rendait toujours ses devoirs faits avec un crayon rongé et des feuilles recyclées. Un après-midi, en rentrant chez lui, Matteo trouva sa mère assise sur le lit, les yeux rouges. « Qu'est-ce qui se passe, maman » demanda-t-il en posant son sac à dos sur le sol. « Ils veulent nous mettre dehors, mon fils. Ils disent que si on ne paie pas ce mois-ci, on doit partir. » Le cœur de Matteo se serra. Cette maison, aussi modeste soit-elle, était son refuge. Il ne pouvait imaginer où il vivrait s'ils étaient expulsés. « Et si je trouve du travail » proposa-t-il avec une innocence qui faisait mal. Donia Clara le serra fort dans ses bras, si fort qu'il sentit ses côtes craquer. « Non, mon amour, tu es un enfant, tu étudies, c'est pour ça que je travaille. » Mais Matteo savait que sa mère s'épuisait. Chaque jour, elle revenait plus fatiguée, avec les yeux gonflés et les mains pleines de chlore. Parfois, elle tremblait en prenant un verre d'eau, et pourtant, chaque matin, elle préparait avec amour cette torta aux haricots et au fromage, celle qu'il avait donnée sans réfléchir à un inconnu. Ce soir-là, en se couchant sur sa natte à côté du lit de sa mère, Matteo pensa à l'homme de la chapelle. Son regard était toujours vivant dans son esprit. Pourquoi avait-il fait ça? Pourquoi lui avait-il donné son goûter s'il savait que c'était la seule chose qu'il avait jusqu'au retour de sa mère? Et surtout, comment connaissait-il son nom? Avant de s'endormir, il murmura, « Si tu étais vraiment celui que je crois que tu étais, peux-tu m'aider ?» Puis il ferma les yeux. Le silence de la pièce était total. On n'entendait que les grillons dehors et le léger murmure d'espoir qui grandissait dans sa poitrine. Le lundi se leva nuageux. Des nuages gris pendaient bas au-dessus du quartier, comme s'ils voulaient écraser les toits en tôle avec leur poids. Matteo se leva avant que le coq du voisin ne chante. Il n'avait pas bien dormi. Les paroles de sa mère continuaient à tourner dans sa tête. Ils veulent nous mettre dehors. Il enfila sa chemise d'écolier, déjà trop petite pour sa taille, et mit ses cahiers froissés dans son sac à dos déchiré. Ce jour-là, la torta était juste du pain avec du sel. Sa mère ne dit rien, mais ses yeux expliquaient tout. En chemin vers l'école, Matteo sentit son estomac gargouiller, non seulement à cause de la faim, mais aussi à cause de l'anxiété. En arrivant dans la salle de classe, le brouhaha habituel l'accueillit comme une vague, rire, cris, bousculade. Dès qu'il s'assit, David, le garçon qui avait l'habitude de l'embêter, s'approcha avec un groupe de camarades. « Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as apporté, Matteo ?»« Du pain avec de l'air, » dit-il en se moquant pendant que les autres riaient. Matteo ne répondit pas, sortit son cahier et fit semblant de se concentrer, mais à l'intérieur, il voulait disparaître. Plus tard, pendant le cours de sciences, un camarade de la rangée de derrière, Beto, s'évanouit. Personne ne réagit. Seul Matteo se leva en courant. « Maîtresse, Beto est en train de tomber. » Mademoiselle Fabiola se dépêcha de l'aider, mais au lieu de reconnaître l'action de Matteo, elle le gronda. « Ne te lève pas sans permission » lui cria-t-elle sans voir qu'il voulait seulement aider. Matteo sentit un nœud dans sa gorge. Il se rassit sans rien dire, avalant l'injustice. Personne ne semblait voir ses efforts, ni sa bonté, ni sa douleur. Pendant la récréation, il s'assit seul, comme d'habitude, au bord de la cour. Son pain avec du sel était déjà devenu dur, mais il le mordit quand même. Il fallait bien remplir son estomac d'une manière ou d'une autre. Soudain, il vit un petit chien errant s'approcher en remuant la queue, les côtes saillantes et les yeux brillants. Matteo coupa son pain et lui donna la moitié. « Toi aussi tu as faim, n'est-ce pas ?» Le petit chien lui lécha la main avant d'emporter le morceau. Pendant un instant, Matteo sourit. Sentir qu'il pouvait nourrir quelqu'un, même un animal, lui apportait un petit soulagement. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, il trouva sa mère assise avec une enveloppe dans les mains, l'ouvrit sans dire un mot et lui montra un papier.
Il nous reste une semaine, Matteo. Le propriétaire ne veut pas attendre plus longtemps. Matteo baissa les yeux, il ne savait pas quoi dire. Il voulait aider, mais il n'était qu'un enfant. Ce soir-là, pendant qu'il faisait la vaisselle dans une bassine en plastique avec de l'eau froide, il entendit à travers la fenêtre la voix du voisin crier sur sa femme. Les murs du quartier étaient fins et les disputes des autres s'infiltraient toujours comme si elles étaient les leurs. L'atmosphère était pesante, le désespoir flottait comme de la vieille poussière que personne ne pouvait balayer. En se couchant, il regarda le toit en tôle. Il compta les trous par lesquels la lumière de la lune entrait. Chacun semblait être une étoile lointaine. « Ce que tu donnes te revient vraiment » murmura-t-il. Personne ne répondit, mais dans sa poitrine, quelque chose brûlait, un mélange de tristesse, d'impuissance et une graine de foi qui refusait de mourir. Il pensa à l'homme de la chapelle, à son regard, à sa voix, à cette phrase, « Ce que tu donnes de bon cœur te revient multiplié ». Où était ce retour? Où était la multiplication? Il ferma les yeux et juste avant de s'endormir, il se souvint de quelque chose que sa grand-mère avait l'habitude de lui dire quand il était plus petit. Dieu prend du temps, mais il n'oublie pas. Et bien qu'il ne comprenne pas tout à fait ce que cela signifiait, il décida de croire au moins pour une nuit de plus. Les après-midi à San Geronimo étaient généralement remplis d'une chaleur collante qui endormait les pensées. Ce mardi-là, l'air semblait immobile, comme si tout le quartier retenait son souffle. Matteo revint de l'école plus silencieux que d'habitude. Il ne salua même pas le chat errant qui l'attendait toujours sur le trottoir. Il posa son sac à dos sur le lit, prit un verre d'eau et, sans dire un mot, chercha dans ses affaires. Quelque chose l'inquiétait depuis des jours. Il fouilla dans ses cahiers, entre les feuilles pliées, et il le trouva là, un petit morceau de papier d'aluminium dans lequel était enveloppée la torta qu'il avait donnée à l'inconnu. Mais ce n'était pas seulement ça. Au verso, à l'encre bleue et avec une écriture fine, il y avait une phrase écrite qu'il était sûr de ne pas avoir vue auparavant. « Tout ce que tu as donné te reviendra multiplié. » Matteo resta figé. Il sentit son cœur battre dans ses oreilles. Il toucha l'encre avec ses doigts. Elle était sèche. Quand cela avait-il été écrit? Qui l'avait fait? Il courut chez sa grand-mère, Doña Lupita, une femme à la voix posée et à la fois profonde. Elle vivait à 3 pâtés de maison dans une petite maison en adobe avec des chapelets accrochés à chaque mur. Il la trouva assise sur une chaise à bascule en train de tricoter avec du fil épais et les lunettes tordues sur le bout de son nez. « Grand-mère, puis-je te demander quelque chose? »« Bien sûr, mon chéri. »« Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Matteo lui montra le papier. Elle le lut en silence et leva les yeux, grave. « Où as-tu trouvé ça? »« C'est de la torta que j'ai donnée à un homme, un qui était devant la chapelle. Il avait les pieds nus, mais il parlait bien. Il m'a appelé par mon nom et ensuite il a disparu. » Les yeux de Doña Lupita se remplirent d'une émotion que Matteo ne sut pas déchiffrer. Elle posa le tricot de côté et lui demanda de s'asseoir à côté d'elle. « Quand ta mère était petite, je lui racontais des histoires sur la façon dont Jésus apparaît parfois parmi les gens, pas avec des ailes ni des éclairs dans le ciel, mais comme quelqu'un de plus, comme un inconnu qui a besoin d'aide. » Jésus, murmura Matteo d'une voix tremblante. Oui, mon amour. Il a dit que tout ce que tu ferais pour le plus petit, pour le plus nécessiteux, tu le ferais pour lui. Parfois, seuls les cœurs purs le reconnaissent. Matteo déglutit. Il regarda à nouveau le papier et sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, un mélange de peur et d'espoir. Et tu crois que c'était lui? Je ne sais pas, Matteo, mais si tu as ressenti de la paix, si quelque chose en toi a changé, alors ce n'était pas une simple rencontre. La grand-mère se leva avec difficulté, alla jusqu'à une étagère et sortit un petit livre à la couverture usée. C'était une Bible. Elle l'ouvrit à une page marquée et lui montra un verset. « Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Matteo lut en silence. Puis il rangea le papier plié à l'intérieur du livre et serra sa grand-mère dans ses bras. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il se sentit différent. Il n'y avait pas de plat chaud ni de bonnes nouvelles concernant le loyer, mais il y avait quelque chose de nouveau en lui, comme si une graine avait germé, poussant lentement entre les fissures de sa tristesse. Avant de s'endormir, il regarda le plafond comme d'habitude, mais cette fois, au lieu de compter les trous, il ferma les yeux et murmura « Merci d'être venu. Si c'était vraiment toi, je veux aussi te revoir. » Et bien que le silence ne se soit pas brisé, il sentit comme si une caresse invisible effleurait son visage. Le mercredi se leva avec un ciel dégagé,
comme si toute la ville respirait plus légèrement. Matteo se réveilla avant le coq. Il avait rêvé d'une lumière qui l'enveloppait chaude et douce comme les couvertures de son enfance. Il ne se souvenait pas des détails, mais en ouvrant les yeux, il se sentit plus léger, comme si le poids sur sa poitrine avait diminué. Il sortit dans la cour pour chercher le seau d'eau pour se laver quand il vit un sac de courses devant la porte. Il pensa que c'était à un voisin, mais il n'y avait ni nom ni note. Il était juste là, comme laissé par quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Il l'ouvrit avec soin. À l'intérieur, il y avait du riz, des haricots, un paquet de tortillas, une boîte de lait, et même des sachets de Atoll. Matteo appela sa mère avec urgence. « Maman, viens voir. » Doña Clara, encore à moitié endormie, s'approcha enveloppée dans son châle. « Qui a laissé ça ? » ?»« Je ne sais pas. C'était là quand je suis sortie. » Elle regarda autour d'elle avec méfiance. Puis elle examina le sac avec les yeux brillants. « Nous n'avons pas de voisins qui ont les moyens de nous donner ça. Et si c'était du DIF ou de l'église, ils nous auraient prévenus. » Matteo ne dit rien, mais à l'intérieur, il sentit un picotement semblable à celui qu'il avait ressenti en regardant l'homme aux pieds nus pour la première fois. Ce n'était pas une coïncidence, ça ne pouvait pas l'être. Ce même après-midi, quelque chose d'inhabituel se produisit à l'école. Alors qu'il attendait dans la file d'attente pour recevoir un cahier que la maîtresse distribuait, David, le même garçon qui avait l'habitude de se moquer de lui, s'approcha en silence. Matteo se tendit en attendant une autre moquerie, mais au lieu de ça, David lui tendit un crayon neuf de ceux qui sont gros avec une gomme au bout. « Tiens. Hier, j'ai vu que le tien n'écrit même plus. » Matteo resta paralysé. Il regarda le crayon puis David. Il ne comprenait pas. « Pourquoi tu me donnes ça ?» David haussa les épaules, mal à l'aise. « Je ne sais pas. C'est juste pas bien qu'on te traite mal. Désolé pour avant. » Matteo ne sut pas quoi dire. Il hocha la tête et rangea le crayon avec soin, comme si c'était un cadeau précieux. Plus tard, pendant le cours de valeur, la maîtresse demanda de partager quelque chose de bien qu'ils avaient fait dans la semaine. Plusieurs levèrent la main. L'un dit qu'il avait aidé sa grand-mère, l'autre qu'il avait gardé son petit frère. Matteo ne dit rien, pas par manque de choses, mais parce que quelque chose à l'intérieur lui disait que ses actes n'avaient pas besoin d'être annoncés. Pendant la récréation, pendant qu'il était assis sous l'arbre du fond, Maria, une fille silencieuse qui ne parlait jamais à personne, arriva. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» Matteo acquiesça. Elle sortit une pomme et la coupa en deux. « Ma mère m'en a donné une de plus. »« Tu en veux ?» Matteo l'accepta avec gratitude. Il regarda le morceau rouge et juteux comme si c'était un bijou. Depuis qu'il avait donné son goûter à l'homme, il n'avait pas eu d'autre repas complet. Mais cette pomme avait un goût différent, comme si elle portait en elle une promesse silencieuse. En rentrant chez lui, le chemin sembla plus court. Les chiens errants n'aboyaient pas. Un voisin qui ne l'avait jamais regardé le salua d'un signe de tête. L'air sentait quelque chose de doux, comme du pain grillé à la cannelle. Et bien que rien n'ait vraiment changé, le loyer était toujours en suspens. Sa mère continuait à travailler du matin au soir et ses vêtements étaient toujours déchirés. Quelque chose dans le monde avait bougé. En arrivant chez lui, avant d'entrer, Matteo s'arrêta devant la chapelle abandonnée. Il ferma les yeux, sentit le soleil sur sa peau. « Merci », dit-il à voix basse. Il ne savait pas à qui il s'adressait exactement, mais il savait pourquoi. Les jours suivants apportèrent un mélange étrange d'espoir et de doute. Matteo marchait avec une petite lumière allumée à l'intérieur de lui, mais aussi avec des questions qui ne le laissaient pas en paix. Et si tout n'était que des coïncidences, et s'il imaginait seulement des signes là où il n'y en avait pas? Parfois, il voulait croire de toutes ses forces, d'autres fois, il sentait qu'il était naïf. Un après-midi, en sortant de l'école, il trouva le gérero qui l'attendait près de la petite boutique. C'était un garçon de 14 ans, grand, avec une voix rauque et un regard défiant. Tout le monde savait qu'il avait des problèmes. Personne n'osait rien lui dire. Matteo lui cria avec un sourire tordu. « Viens, je veux te parler. » Le cœur de Matteo s'accéléra. Il le connaissait de vue, mais il ne lui avait jamais parlé directement. Il s'approcha avec prudence. « Oui. » Le gérero baissa la voix. « J'ai su que tu as du mal, que ta mère est sur le point de perdre la maison, non ?» Matteo le regarda surpris. « Comment tu sais ça ?»
On sait tout, frère. Écoute, j'ai un moyen pour que tu gagnes quelque chose, facilement, sans beaucoup de problèmes. Il lui montra une petite boîte en carton avec des pilules à l'intérieur. Tu dois juste livrer ça à un monsieur au coin du Oxo. Il te donne 500 pesos, tu me donnes 3 cents et tu gardes 2 cents. Rapide. Personne ne le saura. Matteo déglutit. 200 pesos, c'était beaucoup pour lui. Il pourrait aider sa mère, acheter de la nourriture, payer un peu du loyer, mais quelque chose dans son estomac se souleva. Non, je ne peux pas. Quoi? Tu vas continuer à attendre des miracles, se moqua le gérero. La vie ne fonctionne pas comme ça, mec. Il faut bouger. Merci, mais non, je ne veux pas avoir de problème. Le gérero le regarda avec mépris. Tant pis pour toi. Alors ne pleure pas quand on te met à la rue. Matteo s'en alla sans répondre. Il marcha vite, sentant un poids sur ses épaules. Pour la première fois, la tentation avait vraiment frappé à sa porte. Pas une fantaisie, pas un jeu. C'était réel et dire non lui avait coûté. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva sa mère couchée avec un linge humide sur le front. « Qu'est-ce qui se passe, maman ? » « C'est juste de la fatigue, murmura-t-elle. J'ai eu des vertiges au travail. La dame m'a laissé venir plus tôt. Matteo lui prépara un thé avec le peu qui restait. Il s'assit à côté d'elle, regardant son visage se perdre entre la sueur et la fatigue. Il sentit une impuissance profonde. Il voulut crier, casser quelque chose, disparaître. À quoi servait d'être bon si tout restait pareil? Pourquoi lui, qui ne faisait de mal à personne, devait-il subir autant de douleurs? Cette nuit-là, il fit un rêve agité. Il marchait dans une rue vide sans lumière. Soudain, l'homme aux pieds nus apparut devant lui. Il était propre, avec une tunique blanche qui brillait dans l'obscurité. Il le regarda avec tristesse. « Ne te vends pas, Matteo, dit-il. Tu as déjà ce dont tu as besoin. » Matteo voulut demander ce que cela signifiait, mais il se réveilla en sursaut. La pièce était sombre, le silence était absolu. Il s'assit sur le lit en sueur froide. Il se souvint des paroles, « Tu as déjà ce dont tu as besoin. » Il ne comprenait pas tout, mais il savait une chose. Bien que les choses soient difficiles, il ne voulait pas devenir quelqu'un qui blesse les autres pour de l'argent. Il ne voulait pas décevoir sa mère ni lui-même. Il regarda par la fenêtre où la lune pendait comme une lanterne solitaire. Il respira profondément. Peut-être que le miracle n'était pas que tout se résolve, mais qu'il choisisse de rester bon, même quand personne d'autre ne le faisait. La semaine devint de plus en plus lourde. Doña Clara ne put pas aller travailler pendant 2 jours et l'argent ne suffisait tout simplement pas. Le petit garde-manger qu'ils avaient reçu fut vide. Matteo cherchait des moyens d'aider, mais tout le dépassait. Un après-midi, en rentrant de l'école, sa mère avait les yeux gonflés. Il n'eut pas besoin qu'elle dise quoi que ce soit. Matteo savait que la date limite pour payer le loyer était arrivée. Elle le serra dans ses bras avec une force silencieuse, comme si c'était sa façon de demander pardon de ne pas pouvoir le protéger de tout. Ce soir-là, pendant que sa mère dormait difficilement, Matteo sortit en cachette. Il marcha dans les rues silencieuses du quartier, la respiration agitée et les pensées en tourbillon. Ses pas le menèrent sans le vouloir jusqu'à la pharmacie de Monsieur Rogelio. Il avait la réputation d'être sérieux, mais juste. Les lumières étaient encore allumées. Matteo entra avec prudence. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il savait seulement que sa mère avait besoin de quelque chose pour la douleur et qu'il n'avait pas un seul peso. « Tu as besoin de quelque chose, mon fils ?» demanda don Rogelio depuis le comptoir, levant les yeux d'un cahier. Matteo ne répondit pas. Il marcha vers une des étagères, prit un petit flacon de pilule et le mit dans la poche de son sweat à capuche. Il tremblait. Quand il se retourna pour sortir, la voix du pharmacien l'arrêta. « Qu'est-ce que tu as là ?» L'enfant resta immobile. Son cœur martelait sa poitrine. « Pardon, dit-il d'une voix ténue. C'est pour ma mère. Nous n'avons pas d'argent. Je voulais juste l'aider. » Don Rogelio ne cria pas, ne le gronda pas, il marcha lentement vers lui, le regarda avec tristesse et lui demanda de s'asseoir sur une des chaises dans le coin. « Comment s'appelle ta mère ?»« Clara, la dame qui fait le ménage chez les Diaz. » Matteo hocha la tête. Les larmes coulaient déjà sur ses joues, lourdes, chaudes.
Il ne voulait pas voler, vraiment. Mais il ne sait plus quoi faire. Le pharmacien resta silencieux pendant quelques secondes, puis soupira profondément. J'ai grandi comme toi, tu sais? Sans père, avec une mère malade et beaucoup de faim. Et j'ai aussi été sur le point de franchir la ligne, mais quelqu'un m'a tendu la main juste à temps. Il alla vers l'étagère, sortit 2 flacons, une boîte de thé et une pommade. Tiens, emporte ça. Ça aidera. Tu n'as pas à me payer maintenant. Matteo n'arrivait pas à y croire. Sérieusement? Oui, mais en échange, je veux quelque chose de plus précieux. Quoi? Que tu ne refasses jamais quelque chose comme ça. Tu n'es pas de cela, tu comprends? Matteo hocha la tête avec force, la gorge serrée par l'émotion. Merci, Don Rogelio. Merci, vraiment. Et si tu as besoin d'un travail pour aider ta mère, tu peux venir ici pour balayer, ranger des cartons, nettoyer des vitres. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est honnête. L'enfant sortit de la pharmacie avec les sacs dans les bras et l'âme plus légère. Il avait touché le fond, mais il ne s'était pas brisé, pas complètement. Ce soir-là, sa mère pleura en voyant ce qu'il avait apporté. « D'où as-tu sorti tout ça? Don Rogelio nous l'a donné et m'a offert un travail le week-end. » Elle le serra dans ses bras et pleura comme jamais auparavant. Entre les sanglots, elle murmura, « Tu es l'enfant le plus courageux que j'ai connu. » Matteo ne répondit pas, il ferma juste les yeux, et pour la première fois depuis des jours, il dormit profondément, sachant que tout n'était pas perdu. Depuis que Matteo avait commencé à aider à la pharmacie, quelque chose en lui avait changé. Non seulement parce qu'il contribuait maintenant à la maison avec un peu d'argent, mais parce qu'il sentait qu'il faisait quelque chose qui en valait la peine. Chaque samedi matin, il se levait tôt, balayait le sol, nettoyait les vitrines, rangeait les cartons de médicaments et écoutait attentivement les conseils de Don Rogelio. Plus important que de beaucoup savoir, lui disait le pharmacien, c'est d'avoir le cœur à sa place. Matteo acquiesçait. Il avait appris plus dans cette pharmacie que dans beaucoup de livres, à observer les gens, à écouter avec respect, à aider sans rien attendre en retour. Un jour, pendant qu'il balayait l'entrée, il vit passer plusieurs enfants portant des cartons vers le petit terrain du quartier. Curieux, il laissa le balai et s'approcha. Là, il y avait quelques voisins qui montaient des tables, décorées avec des ballons colorés et accrochaient une banderole qui disait « Collecte solidaire, nous sommes tous partie prenante ». Matteo s'approcha d'une dame qui collait des affiches. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Nous allons réunir des vêtements et de la nourriture pour les enfants de l'autre côté du canal. Ils vivent dans des maisons en carton et n'ont presque rien. Puis-je aider ? » La femme sourit. « Bien sûr que oui. Tout est des bienvenus. » Et à partir de ce moment, Matteo devint l'un des plus actifs du groupe. Il aidait à trier les dons, à porter les sacs, à distribuer des prospectus. Il convainquit même Don Rogelio de donner des médicaments de base. Son enthousiasme était contagieux. Peu à peu, le quartier commença à remarquer le changement. Des gens qui avant se saluaient à peine commencèrent à collaborer. Les enfants cessèrent de se battre autant et passèrent plus de temps sur le terrain à organiser des jeux et des activités. La chapelle abandonnée devint un point de rencontre, même si elle était encore en ruine. Un après-midi, Madame Ramona, qui vendait des tamales au coin de la rue, s'approcha de Matteo avec un sourire maternel. « Eh, mon enfant, c'est toi qui as commencé tout ça, n'est-ce pas ? » « Non, madame, je voulais juste aider un peu, et bien ce petit peu a enflammé tout le quartier. » Matteo haussa les épaules, mais à l'intérieur, il sentit une chaleur qu'il ne savait pas comment expliquer. À l'école aussi, ils commencèrent à remarquer la différence. Mademoiselle Fabiola l'appela un jour après les cours. « Matteo, dernièrement, je te vois différent, plus participatif, plus sûr. Il s'est passé quelque chose ? » Il sourit timidement. « J'essaie juste de bien faire les choses. » Elle le regarda avec tendresse. « Continue comme ça. Tu es sur la bonne voie. » Mais ce qui l'émut le plus, c'est ce qui se passa un matin pendant qu'il marchait vers la pharmacie. Il passa devant la chapelle et trouva au même endroit où avait été l'homme aux pieds nus un pain enveloppé dans du papier d'aluminium, identique à celui qu'il avait donné des semaines auparavant. Il le prit avec des mains tremblantes. Il n'y avait personne aux alentours. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une torta aux haricots et au fromage, exactement la même que la sienne. À côté, une note, ce que tu as donné est revenu. Matteo s'assit sur le bord du banc. Il ne pleura pas,
il n'eut pas peur, il sourit juste parce qu'il n'avait plus besoin de preuves, il ne doutait plus. Tout ce qui se passait, les gens qui s'aidaient, sa mère qui s'améliorait peu à peu, la communauté unie, ne pouvait pas être une simple coïncidence. Il sentait que quelque chose ou quelqu'un l'avait guidé depuis le premier geste et maintenant il comprenait. L'important n'était pas de revoir Jésus, c'était de devenir chaque jour son reflet. Out apporta avec lui des pluies denses et des cieux sombres. Les rues de San Geronimo se remplirent de boue et l'enthousiasme que le quartier avait commencé à construire sembla vaciller sous l'humidité. Matteo continuait à aider à la pharmacie, à participer aux activités du centre communautaire improvisé, mais à l'intérieur de lui, une inquiétude se formait. Un après-midi, en rentrant chez lui, il trouva sa mère avec une lettre à la main. Il n'y avait pas d'enveloppe, juste un papier plié avec des lettres fermes et menaçantes. Qu'est-ce que